Comment ça va là-haut? Ah, c'est la mort. Nous t'appelons les copines avec les massacres. Ils nous prennent pour des chiens. Non, moins que des chiens. Eux, pour leurs chiens, ils ont des cliniques, des soins de beauté, des concours d'élégance. Mais en prison, si tu touches un chien, Qu'est-ce qu'ils veulent alors? on oublie notre race, notre sang, nos coutumes. On disparaisse. Bonjour, nous interrompons notre programme suite à la dépêche qui vient de tomber. Aujourd'hui, une manifestation inhabituelle à Paris, celle de la communauté tzigane qui réclame la liberté du voyage et le droit au stationnement et plus profondément encore la reconnaissance de cette minorité nationale. Michel Perrot. On les appelle gitans, tziganes, manouches, voyageurs. Ils se sont tous retrouvés ce matin, groupes et communautés confondus, pour manifester à Paris, de la nation à la République. Jeunes voyageurs, une génération des luttes, un feuilleton radiophonique de Pierre-Yves Bulletot. Aujourd'hui, suite et fin de notre série intitulée Jeunes voyageurs, une génération des luttes, avec une deuxième partie tournée le 9 avril dernier au camp d'internement des Tziganes de Moidon-la-Rivière. Et pour terminer cette série, à la fois historique et actuelle, nous retrouvons Christophe Sauvé, Yannick Perron, tous deux membres de la DGVC 44, et Émilie Jouan, historienne et auteure du livre « La concentration des nomades en Loire-Inférieure entre 1940 et 1942 ». Dans la France occupée de 1940, une ordonnance va viser directement les populations nomades. Elle demande aux autorités françaises d'interner hommes, femmes et enfants dans des camps. Des bâtiments sont réquisitionnés un peu partout en France, comme par exemple à Moidon-la-Rivière, entre Nantes et Rennes. Une histoire et des lieux qui restent encore peu connus, mais qui ont marqué de nombreuses familles, comme celle de Violette Schmitt. Elle est née dans un camp de la Sarthe, et juste avant, ses parents avaient été internés, ici même. Il y avait beaucoup de malades là-dedans, il y avait des gens qui étaient prêts à mourir en vrai. Ils disaient rien du tout. À qui dire? Il y avait personne à dire. Au lieu de les soigner, ils les auraient fait plutôt mourir. Ma mère, mes frères, mes sœurs, ils m'en parlaient de tout ça. Voilà, c'était... Il valait mieux mourir avant. Alors maintenant, espérons qu'on aura plus ça. Dans le camp de la Forge, plus de 200 personnes ont été regroupées dans des conditions très difficiles. Une exposition est présentée sur le site pour rappeler cette page sombre de l'histoire. Elle est là aussi pour rappeler que le passé fait parfois écho au présent. Là, j'ai entendu avant-hier soir, hier soir, des gens, des riverains dégagés qui s'organisent pour qu'ils n'ont pas à côté de chez eux, ni dans leur commune, des caravanes de gens du voyage. Le vieux démon, il est en train de gagner les consciences. Alors ne laissons pas faire ces choses qui ont déjà existé. Selon les historiens, de 6 000 à 6 500 tziganes français ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le camp de Moidon-la-Rivière a été fermé en 1942, mais d'autres ont continué à fonctionner jusqu'en 1946. Nous avons fait tout un travail de recherche grâce à une jeune fille qui s'appelle Émilie Jouan, qui avait fait son mémoire d'histoire et qui a obtenu le prix Marcel Paul sur cette page d'histoire. Donc on avait décidé, avec les différentes associations et puis la mairie de Moidon, de faire une première commémoration. Et on s'était promis de revenir parce que cette première commémoration avait rassemblé beaucoup de gens et avait aussi délié les langues et avait permis aussi de créer du lien entre les gens du voyage et les sédentaires, les gadgets comme on dit, de ce village. Ce qui m'avait frappé, c'est que les gens pouvaient se parler et se dire les choses en vérité. Et ça, je crois que c'est important après plus de 70 ans, après cette page d'histoire. Moi, je suis sédentaire. Moi, je suis une gadget. Mes parents sont ouvriers. Enfin, voilà, je me suis mariée avec une personne des gens du voyage. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est les miens qui ont interné les leurs. Aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est une reconnaissance politique. En fait, que la France se regarde dans le miroir et voit en fait tout ce qui s'est produit, quoi. Je veux dire, pas moi, pas mes parents, mais ceux de la génération d'avant, quoi. Vous voyez, c'est même pas une question d'argent. L'argent, c'est rien. Je posais la question pour savoir si, comme les autres, ils ont touché quelque chose, ce qui serait logique, quoi. Le fait qu'il y ait une reconnaissance déjà de statut politique et non pas de statut racial pour l'internement amène pas le même type de dédommagement. Et la majorité des familles des gens du voyage n'en parlaient vraiment pas. C'est-à-dire que ça fait peut-être 15 ans que les familles commencent à savoir ce qui s'est passé dans leur
enfin pour leur grand-père ou leur père, ce qui fait que les démarches n'ont pas forcément été faites non plus, etc. Et donc là, notre objectif, c'est déjà de faire reconnaître le véritable motif de l'internement, justement, de ces populations. Je pense qu'il y a des pas à faire avant l'argent, avant l'indemnité, si vous voulez. Il n'est pas question d'argent, si vous voulez. Il est question d'égalité. On peut commencer par là pour avoir une reconnaissance. Oui, c'est vrai. On peut commencer par là. Parce que ce que vous dites là. Est-ce que tu peux venir président de la DGVC ? Bonjour Yannick. Un petit mot parce que sans Émilie, on n'en serait pas là. Mais sans la DGVC, on n'en serait pas là non plus. Est-ce que tu peux nous raconter avec Christophe ce qui vous a motivé à soutenir ce travail ? C'est un petit peu le respect des voyageurs aussi. Parce que le respect, jamais personne n'en a parlé de ça, des voyageurs qui ont été internés. Parce qu'il faut savoir aussi, on parle d'internement, mais il y a beaucoup de voyageurs aussi qui ont été soldats pour aider notre patrie. Mais ça, on n'en parle pas non plus. Ça. Donc je pense que c'était un jour pour le faire, nous. L'association a permis aussi d'avancer. Et Émilie aussi a fait un gros travail, on n'aurait pas été jusque-là. Mais c'est ça qui nous a lancé aussi, le respect pour nous, pour les anciens. Parce que nous, on ne la connaît pas, l'histoire. On ne nous l'a jamais appris non plus. Mais on sait qu'il y a des vieux qui sont morts pour la France. Et ça, c'était bien de le rappeler aux gens. Oui, effectivement, il y en a qui se sont impliqués dans la résistance. Mais le problème revient toujours à ce statut justement particulier qu'ont les gens du voyage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vus comme étant français, ils sont vus comme étant gens du voyage. Ils ont une pièce d'identité supplémentaire, qui est la seule qu'on leur demande de montrer quasiment. Enfin, leur carte d'identité, elle leur sert presque pas... quoi. Donc c'est déjà ça un problème. Et ça continue d'exister malheureusement. Donc... ça en fait des Français de seconde zone un peu, et ce qui fait que, oui, on a un peu du mal à les intégrer dans l'histoire de la France, l'histoire de la nation. Encore aujourd'hui, régulièrement, moi, quand je parle des gens du voyage avec les enfants, on me dit ce sont des étrangers. Mais non, ce sont des Français, les gens du voyage. Ça fait 500 ans, 600 ans que leurs familles sont arrivées en France. Ce sont des Français. Donc, il y a une grosse confusion qui est faite déjà dans l'idée des gens entre... les Roms qui arrivent actuellement d'Europe de l'Est et les gens du voyage français. Pour eux, c'est la même chose, tout ça. Donc, et on voit qu'il y a toujours cet amalgame qui est fait et cette pièce d'identité différente qui existe, qui stigmatise, qui met à part la population. Je représente la FNASAT, qui est une fédération nationale qui travaille auprès des familles du voyage sur l'ensemble du territoire national. Et je voulais revenir sur 2 ou 3 choses. Sur l'importance du temps mémoriel, effectivement, et de la reconnaissance de la société française au travers des autorités nationales. Alors, on ne sait pas... je pensais que peut-être que notre député local, Dominique Rimbourg, aurait été là. Il préside désormais la Commission nationale consultative sur l'accueil des gens du voyage. Et dans cette Commission nationale consultative qui s'est mise en place fin 2015, a été créé un groupe de travail sur justement la nécessité de faire mémoire en tant que société française sur cette question de l'internement des nomades. Et on devrait... Je dis bien on devrait, donc j'utilise bien un conditionnel de précaution parce que voilà, moi, c'est pas à moi de l'annoncer et c'est pas complètement confirmé, mais on devrait avoir un temps mémoriel national avec une prise de parole de la présidence de la République sur le camp de Montreuil-Bellay. On devrait l'avoir et il faut effectivement, via les associations, via les mouvements et les voyageurs, il faut absolument le revendiquer pour qu'on soit sûr d'avoir une parole forte de l'État français sur ce site qui est le site symbolique entre guillemets de cette période sombre. Alors effectivement, je pense que le plus important, c'est pas la réparation financière, c'est pas là, c'est effectivement cette réparation symbolique de refaire, voilà. C'est évident que c'est sur ce registre-là qu'il faut une parole forte de l'État. C'est bien effectivement d'abord un mode de vie sur lequel ils ont été rendus indésirables concernant ce qu'on appelait à l'époque les nomades, qui ne concernaient pas que la catégorie gens du voyage actuelle en fait. C'était effectivement plus large parce qu'on a retrouvé d'autres personnes qui étaient entre guillemets sur les routes. Juste 2 précisions quand même, il y a eu des évolutions récentes, alors certes à la marge, il y a un an, enfin il va bientôt y avoir un an en juin, nos députés ont voté l'abrogation de la loi de 69 qui fonde le statut que vous avez rapidement évoqué. Le Sénat ne l'a toujours pas mis à l'agenda, donc vous savez, on approche d'échéance, vous n'êtes pas sans le savoir, d'élections au plan national. On espère encore, même si notre espoir commence à diminuer, que ça sera inscrit à l'agenda du Sénat pour que l'abrogation puisse être définitivement adoptée, ce qui supprimerait le statut actuel et l'obligation donc de détenir ce titre de circulation. Petite précision, le titre de circulation, les livrets, les carnets autrefois, ne sont pas des pièces d'identité.
Ce sont des titres de circulation. C'est un passeport intérieur. C'est bien ça. Alors certes, ils sont utilisés comme pièce d'identité, comme quand vous présentez votre permis de conduire pour justifier de votre identité, mais ce n'est pas une pièce d'identité. Donc les voyageurs ont le droit d'avoir une carte nationale d'identité, mais ont l'obligation de détenir effectivement ce livret aujourd'hui, ce qui les réduit effectivement à un statut très très particulier, avec l'obligation pour aller et venir et à tout recours des autorités de contrôle de fournir effectivement ces documents. Et c'est un combat qui se fait toujours avec le député Rimbourg, qui fait un très bon combat, mais c'est pas facile. Peut-être qu'on y arrivera, mais il faut du temps. Et en fait, l'ancêtre de ce carnet de circulation, c'est justement le livret qui a permis le carnet anthropométrique, qui donc a été créé par la loi de 1912. Et ce carnet anthropométrique, c'est ce qui a permis aux autorités françaises en 1940 de retrouver très facilement justement les nomades et de les interner très rapidement. Donc en réalité, c'est quand même un danger, ces pièces d'identité spécifiques qu'on utilise pour stigmatiser un groupe, pour le contrôler, pour le suivre à la trace, parce que quand on se retrouve face à ce qu'on appelle une montée des extrêmes ou dans une situation de soi-disant état d'urgence où la population est vue comme étant dangereuse, eh bien on la case très facilement dans un camp. Il suffit de la suivre à la trace. C'était Jeunes Voyageurs, une génération des luttes, 5e et dernier épisode de ce feuilleton radiophonique réalisé par Pierre-Yves Bulto. Aujourd'hui, pas de programmation musicale, mais des archives sonores extraites d'un reportage de France 3 Pays de la Loire, reportage de Dominique Lemay et Christophe Amouriot, diffusé le 20 octobre 2013, et d'un entretien de Christophe Sauvé tiré de l'émission Ressources urbaines, diffusée sur Jet FM le 22 janvier 2014. Pour ce dernier épisode, je tiens à remercier Jennifer Traoré et Florent Vélin de l'association nantaise R38. Et puis encore, un grand merci à Pascal Massiot de nous avoir accueillis pendant toute une semaine dans son midi.